Vive l'armée, vive la République, vive nos libérateurs, c'est tout ce que nous entendons. Il est difficile, amis téléspectateurs, de décrire ce mouvement de masse spontané qui salue les membres du comité militaire de redressement national, qui est venu en son temps, qui est venu en son heure, qui est venu à sa minute. Et c'est un comité donc qui a libéré notre peuple de 26 ans de dictature, de 26 ans de soumission aveugle, de despotisme, de népotisme, je dirais même. Peuple de Guinée, c'est dans une grande ferveur que tu viens de conduire à sa dernière demeure l'un de tes fils les plus prestigieux, auquel l'Afrique et le monde entier ont tenu à rendre un hommage mérité. Ton armée nationale, qui t'est demeurée toujours fidèle et qui a toujours partagé ton sort dans la discipline et dans l'abnégation, pendant ces 26 années d'un pèlerinage douloureux, a donc décidé de prendre en charge l'administration du pays. Donc pour ce faire, nous avons dissous la Constitution, nous allons dissoudre les institutions, le gouvernement est dissous, la fermeture des frontières terrestres pendant une semaine encore. Et nous allons voir après les frontières aériennes, comment faire. Avec tous nos camarades, nous allons trouver la solution pour sortir de cette KPJ. Donc nous appelons nos frères d'armes, des unités de toute la République, de se mettre du côté du peuple, cette fois-ci, pour une bonne fois, d'aider le peuple qui n'a à sortir de ça, parce qu'on a besoin de sortir de cette ornière. Nous invitons également chacun, en ce qui le concerne, de rester dans ces casernes et continuer les activités régaliennes. C'est quoi? C'est protéger la population, nos frontières. C'est le combat qu'on doit mettre, qu'on doit continuer. Les plus amples informations sera données, mais sachez encore que Roby, bonjour mon cher ami. Bonjour. Le 3 avril 1984, t'avais quel âge? 2 ans. 2 ans. Ouais. T'as pas connu ce moment-là, hein? Voilà. Hein? Tu parles de quel moment? Ouais, 3 avril 1984. Bonjour mon cher Jacques Livalino. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Ouais. Merci. Voilà, je vais pas demander ton âge, hein, par sagesse, mon cher Jacques. Bah alors là, pas du tout. Bien. Moussa Yoroé nous a rejoint. Bonjour Madame Yoro, bonjour. Lamine, et bienvenue. bonjour à tous. Voilà. Et surtout pas à moi. Non, pas du tout, je sais. Hein. Pas du tout, pas du tout. Diba, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, bienvenue Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Tamba Zakari Milimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. 39 ans après, évidemment, on essaye de comprendre Mohamed. Tu nous imposes ce sujet parce que lui, il n'était pas né. Ouais, il n'était pas né. Diba Milimono, ouais, voilà, c'est bien ça. C'est une boîte. Tamba,
là, je pense qu'il avait... Même mon grand frère n'était pas né. Voilà. Espace est une Tamba non plus. Oui, c'est ça. Mais toi, Faut parler de toi. Allez, on y va, Mohamed. Voilà. Toi, au moins, Mohamed, tu peux on y va. parler, parce que imagine si Emmanuel était là tout à l'heure, qu'est-ce que lui, il aurait dit? Voilà. Non, je disais 39 que, ans après. on va en parler parce que sinon, moi, je suis venu avec un coup de gueule ce matin. Il y en a marre de ces gamins qui jouent dans les rues de Conakry après minuit, 1h, 2h du matin. J'ai très peur pour la vie de ces gens. Mais bon, On a fait de l'émission, Mohamed. Voilà. Alors, 39 ans après. Disons bientôt 40 ans après, c'est une génération ça, hein. C'est carrément une génération, c'est 40 ans. Après, et oui, nous sommes dans une nouvelle transition. La question est de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'en 84, on disait, si vous avez encore entendu certains slogans, plus jamais ça. Ouais. Plus jamais ça. Plus jamais quoi? Plus jamais les dérives qu'on dénonçait ce jour-là, puisqu'on disait liberté, Sabara Mafindi, on disait liberté. Vous vous rappelez la belle chanson du papa de Kandia, de Petit Kandia, vous vous rappelez? Ouais, oui, exact. parce que il a deux chansons, voilà, qui ont vraiment traversé le temps. Il y a Wali Mato Mané, que tout le monde connaît, et puis il y a l'autre, qui n'est pas connu maintenant, mais qui était l'hymne des 3 avril, parce qu'à chaque 3 avril, on entendait cela très tôt le matin déjà, voilà, et où il magnifiait vraiment l'armée guinéenne. Ce matin-là, comme tous les matins, après avoir écouté RFI à 6h30, qui annonçait que un bureau politique allait se réunir au Palais du Peuple pour désigner le successeur du président Sékou Touré, je suis passé sur la radio nationale et il n'y avait aucun signal quasiment. Et à 7 heures, j'ai entendu une musique pas militaire, mais une musique de Rofin, Boloba, qui avait été mise à l'antenne par le directeur technique, Baye Diagne. Et soudain, j'ai entendu une voix qui annonçait le communiqué numéro 1, qui tout à fait au début semblait rendre hommage à l'œuvre du président Sékou Touré, et puis par la suite qui a fait toutes les condamnations et qui a annoncé donc que l'armée avait décidé de contrôler le pouvoir. Et donc Issa Condé, qui était jeune reporter aussi, est venu à mon domicile, puis il m'a dit il faut qu'on aille à la radio. Et je lui ai dit non, moi je n'ose pas les militaires, quand ils ont pris le pouvoir, je reste chez moi. Il m'a dit non, moi j'ai le courage, on peut y aller. Donc il m'a encouragé et nous sommes allés à la voie de la révolution, qui allait changer de nom probablement dans la journée, les jours suivants. Et arrivé là, comme nous étions jeunes reporters, nous avons été stationnés au rez-de-chaussée. Ça c'est à Boulbiné, hein? À Boulbiné, quelques rares journalistes pouvaient accéder au studio, Ansouman Bangoura, Odilon Théâtre. Et je suis resté là, donc avec tous nos camarades, les rares qui avaient pu se rendre là. Et en même temps, le capitaine Fassiné Touré est arrivé, c'est lui qui avait lu le premier communiqué. Il était venu pour lire un deuxième communiqué. Et il me connaissait déjà à l'université de Cancan. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là alors qu'on va libérer les détenus au Camboiro? Cette équipe avait déjà été faite, celle qui devait s'y rendre. Les Mamadi Kondé, Al-Khali Mohamed Keta, Ablaï Sissé Ouad. Et le simple fait que le capitaine Fassiné ait évoqué mon nom, le directeur d'alors, Emmanuel Kati, le doyen, a demandé à ce que je m'embarque. Et nous sommes venus au Camboiro. À la rentrée, on a vu un jeune adjudant-chef qui a tiré 3 coups de pistolet et qui a annoncé « vous êtes libre ». Et nous nous sommes engouffrés dans l'enceinte du camp. Plus tard, je me suis rendu compte que c'était Bagbo Zoumanigui. Qui avait tiré. Oui, qui avait tiré. Et quand nous sommes arrivés là-dedans, nous nous sommes arrêtés pêle-mêle. Et le hasard a voulu que je m'arrête devant la porte de la prison du commandant Kabassan Keta. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais dès qu'il est sorti, tous les militaires qui étaient dans la cour se sont rués sur lui et l'ont porté en triomphe.
Et plus tard, je me suis rendu compte que c'était le commandant Kaba Sanketa. Donc on a découvert toutes les horreurs du camp Boiro, des gens qui avaient écrit par leur sang, des gens qui avaient écrit même par des matières fécales. Je regrette, mais permettez que je le dise parce qu'on l'a vécu. Et il y avait beaucoup de malades. Les malades ont été transportés à l'hôpital d'Onga, proche, et les autres ont été embarqués dans des bus et transportés au camp Al-Fayada. Et c'est là où j'ai découvert pour la première fois les militaires qui venaient de prendre le pouvoir. Et le colonel Lansana Conté est apparu sur l'escalier et les anciens pensionnaires du camp Boiro étaient en bas. Et il leur a dit, vous êtes libres, rentrez chez vous, nous aurons beaucoup de choses à nous dire, mais pour le moment, rentrez voir vos familles. Voilà la journée, et donc nous avons repris chemin sur Boulbiné. Et lorsque nous sommes arrivés à Tementai, c'est là où un de nos techniciens, Moïse, a enregistré Sabara Mafindi, parce que les femmes étaient en train de chanter Sabara Mafindi, et il avait mis une espèce de perche, son micro, et il a enregistré Sabara Mafindi, qui est devenu comme un ode à la liberté dans la journée. Très belle chanson par ailleurs. Mais 40 ans après, l'armée est revenue. Les treillis écument nos villes. Ouais. Première transition quand même, il faut le rappeler. Hein. Militaire, 3 avril 1984. Mais la Guinée, ça a attendu quand même la mort du président de la Révolution, donc de la République de Guinée, donc Sékou Touré. Ouais. Et là, les militaires ont pris le pouvoir. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut voir là. Tout comme avec Lansana Conté. C'est que la succession n'a pas été préparée. Du tout. Parce que c'était vraiment ça. C'était vraiment cela. Ouais. Constitutionnellement, c'est pas Sékou Touré dont le régime a été renversé. Constitutionnellement, c'est monsieur Lansana Béavogui qui était président. Parce que c'est lui qui remplaçait de facto normalement par intérim. Ouais. Il était président par intérim. Oui, attention. Il n'y avait pas d'élection systématique en ce moment-là. Des grandes gueules. En ce moment-là. Mais tu me permets d'avancer là-dessus. C'était quand même Lansana Béavogui. Mais la question est de savoir pourquoi ils se sont... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je disais que la succession n'était pas préparée. Vous vous rappelez, excusez-moi, monsieur Eugène Camara, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, sa nomination en 2007 comme Premier ministre. C'était pareil. Lansana Béavogui était donc de facto, c'est lui qui devait assumer l'intérim du président Ahmed Sékou Touré. Et puis, n'oubliez pas que l'année d'avant, monsieur Saïfoulaye Diallo était déjà décédé. Et donc la constitution de 81 qui changeait la donne, c'était plus le président de l'Assemblée nationale qui était le défunt, mais maintenant le Premier ministre qui était le défunt. Et vous aviez quand même le clan, plusieurs fractions, le clan des généraux proches de Sékou Touré, qu'on disait être le clan Malinké et ainsi de suite. Vous aviez des généraux, des colonels qui étaient là dans l'armée et qui ne semblaient pas trop l'accepter. Vous aviez la famille proche quand même du président Ahmed Sékou Touré qui était aussi au pouvoir. Sa belle famille, notamment ses propres frères, un de ses frères de sang qui était au gouvernement, ainsi de suite, qui étaient tous là. Alors, les conséquences, la communauté malinké, je m'excuse d'en parler, parce que je suis baga, mais 80% de ma chance, je dois ça au malinké. Droit de reconnaissance. Le Kouramodou Doumbouya à l'école, le duo alchimistes, jusqu'à l'université. Sékou Touré m'a appris, il m'a appelé Beka. Il m'a dit beaucoup de choses. Toute ma promotion administrative, c'est les Malinké. Vous direz, mais ils avaient c'était leur moment. Mais quand le président Conté est venu, nous avons fait table rase. Nous avons fait table rase. Nous venons de loin. Donc, ce qui est arrivé le 4 juillet,
4 juillet. Oui. 4 juillet, soyez très prudents. Écoutez-moi. Bien. On envoie la première mission à l'extérieur, CMRN, dirigée par le premier ministre Dara. Ils font la ronde. C'est arrivé à Abidjan, où on leur remplit les sacs d'argent CFA avec la part de Conté. Ils reviennent chacun d'eux avec sa serviette, sa sacoche, ils sont enrichis. Ils sont venus en réunion de CMRN, compte rendu. On me dit, monsieur le président, voilà ce que il dit, vous ramenez. Parce que je ne vous ai pas envoyé pour quémander. Je vous ai envoyé pour expliquer les raisons qui ont poussé. On n'a pas fait un coup d'État. Mais c'est parce qu'on n'a pas respecté la loi. C'est ce qui nous a amené à sauver la patrie. Nous avons pris donc le pouvoir pour sécuriser la nation. D'où nous sommes venus. Donc, tout ce qui est arrivé, c'est parce que c'est un dépit. On a poussé les gens, parce qu'on a dit, bien un peu de réflexion. Un forestier qui va remplacer au pouvoir un malingué pur, propre, alors que la loi était là, qui devait se en tant que premier ministre. Il avait raison. Comme nous avons dit, il se met à se trahir. Le groupe de Ismaël, avec les Mamadi, tout ça là, qu'est-ce que ça a donné? Au moment où on passait à la réunion, les Djanais, la Sana avait reçu les consignes d'arrêter la Sana Conté. La Sana Conté a dit, je m'en vais. Mais veillez sur le dispositif. En cas de cas, vous prenez. Vous n'avez pas besoin de feu vert. Bien. Donc, dès que c'est apparu qu'il devait être arrêté, nous avons déclenché la machine. Pourquoi ils se sont... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je disais que la succession n'était pas préparée. Vous vous rappelez, excusez-moi, monsieur Eugène Camara, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, sa nomination en 2007 comme Premier ministre. C'était pareil. Lansana Béavogui était donc de facto, c'est lui qui devait assumer l'intérim du président Ahmed Sékou Touré. Et puis, n'oubliez pas que l'année d'avant, monsieur Saïfoulaye Diallo était déjà décédé. Et donc la constitution de 81 qui changeait la donne, c'était plus le président de l'Assemblée nationale qui était le défunt, mais maintenant le premier ministre qui était le défunt. Et vous aviez quand même le clan, plusieurs fractions, le clan des généraux proches de Sékou Touré, qu'on disait être le clan Malinké et ainsi de suite. Vous aviez des généraux, des colonels qui étaient là dans l'armée et qui ne semblaient pas trop l'accepter. Vous aviez la famille proche quand même du président Ahmed Sékou Touré qui était aussi au pouvoir. Sa belle famille, notamment ses propres frères, un de ses frères de sang qui était au gouvernement, ainsi de suite, qui étaient tous là. Alors, la succession, c'était clair que ça n'avait pas été négocié. Mais Sékou Touré, ne l'oubliez pas, est parti relativement jeune. 63 ans, c'est quand même pas très vieux. Quand on est président, on ne s'attend pas à la mort forcément à ce moment-là, à cet âge-là. Donc, parce qu'on parle de rupture d'anévrisme. Donc, il n'a pas été malade, par exemple, ou une maladie assez chronique qui ait pu le laisser penser qu'il fallait préparer sa succession. Contrairement à monsieur Lansana Conté, lui qui a été alité quand même, qui a été malade longtemps, et on n'a pas compris. Parce qu'aujourd'hui, les langues se délient. Avec le procès du 28 septembre, on comprend aujourd'hui que le général voulait Ousmane Conté pour le succéder. Et les généraux ne le voulaient pas. Et Dadis Camara a été accepté dans un premier temps. Vous vous rappelez certaines confidences que toi-même tu as eu là-dessus. Dadis Camara, en réalité, pourquoi ça a facilement marché, on des grandes gueules. Mais c'est parce qu'on avait laissé entendre aux jeunes militaires qui le remettrait le pouvoir à AOC. C'était ça la réalité au sein de l'armée guinéenne. Donc vous aviez ces clans-là dans l'armée. Et vous savez quand même que c'était aussi un régime avec lequel vers la fin on avait beaucoup peur de l'intellectuel. Ne l'oubliez pas. On avait peur de l'intellectuel. Donc il y avait tout cela. Finalement, le Premier ministre il est balayé. Tout le gouvernement avec lui. Certains, quelques-uns envoyés du côté de Kindia, dont son épouse, sa veuve et ses enfants sont embastillés du côté de Kindia. Et puis ils suivent quand même des semaines assez incertaines. Conté est arrivé comme un parfait inconnu pour le grand public, mais pas pour l'armée, mais comme un parfait inconnu, colonel, et avec quand même des fortes têtes avec lui, parce que je pense que c'était la révolution des colonels, comme aujourd'hui. Les généraux ont tous sauté à cette faveur-là. Mais la gestion du pouvoir, un an après, a montré effectivement qu'ils étaient des apprenants. Puisque là, il y avait des colonels qui, entre guillemets, avaient fait les bancs, donc étaient des intellectuels, entre guillemets, et puis des militaires de carrière
Et puis, Lansana Conté ne faisait pas forcément partie de ce groupe-là. Quelqu'un comme le doyen, comme il s'appelle, qui est décédé récemment, Fasciné Touré, qui était des intellectuels, ainsi de suite, quand même ont plié devant Lansana Conté, lui confiant le pouvoir, mais après, on a marché. Il y a eu des dissensions, notamment avec les services de renseignement français. Par exemple, à l'image aussi, justement, justement, avec les services de renseignement français. On ne le dira jamais assez, mais les noirs de malheureusement, à chaque fois d'ailleurs, quand on prend un petit peu les panafricanistes, mon cher Mohamed, il y a toujours cette thèse complotiste. Parce que, écoutez, par exemple, je veux dire, ces Guinéens qu'on a arrêtés, c'est ce qu'ils disaient. On m'a arrêté parce qu'on disait que j'étais en train de comploter. Mais c'est comme aujourd'hui, en fait, complots, un petit peu. je pense. C'est bizarre. Je pense. Sincèrement. Parce que il y a pas mal d'intellos qui écrivent, même d'anciens pensionnaires, des gens, le monsieur Sékou Touré, qui écrivent. Certains d'entre eux, on en a presque tous eu quelques-uns dans nos familles ou proches de nos familles. Ils vous diront, les complots, c'était une réalité. Mais est-ce que tous les complots étaient vrais? C'est là la question. Je pense qu'à un moment donné, les gens ont profité du système. C'est que Touré avait mis en place un système qu'il se voulait populaire. Mais vous savez, ce type de système, ça c'est limite. Il y avait, comme je le disais, on avait renversé la pyramide. Parfois, des gens qui n'avaient... Parfois, à la limite des incultes, s'étaient retrouvés avec énormément de pouvoir. Y compris dans les PRL, dans les pouvoirs révolutionnaires locaux, et aussi au sommet de l'État. Et ces gens-là, c'est vrai que quand vous écoutez les témoignages, vous lisez, vous vous rendez compte qu'il y a eu sûrement aussi des règlements de compte. Est-ce que le chef de la révolution lui-même y était pour quelque chose? D'anciens opposants de Sékou Touré, qui ont même continué à être opposants aussi à Lansana Conté par la suite, oui, ont trempé, c'était un fait. Malheureusement, les officiers qui se sont laissés happer, beaucoup ont payé cash et sur fonds communautaires parfois. Notre premier ministre, le colonel Yara Traoré, chef du bataillon Kabatan Keita, ministre du Concours et de l'énergie. Monsieur Hervé Vincent, ministre de l'Intérieur. Le chef du bataillon Sori Doumbouya, ministre du Contrôle d'État.